Merci de nous rejoindre sur Lumière du Monde Télévision pour vous informer sur l'actualité africaine et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre journal. À la une ce soir, c'est une première au Sénégal. Le Premier ministre Sonko a convoqué hier jeudi la presse à la primature pour présenter un état des lieux de la situation économique du pays. C'est un portrait alarmant qui a été dressé sur les finances publiques. On en parle dans votre journal. Les petites nations insulaires ont appelé lors de l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine à une reconnaissance internationale et à des actions concrètes pour préserver leur existence face aux défis des dangers imminents de la montée du niveau de la mer et les impacts dévastateurs du changement climatique. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres alliés ont lancé un appel commun en faveur d'un arrêt des combats au Liban pendant 21 jours, une proposition rejetée par Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que son armée continuerait son combat avec toute la force nécessaire. Encore une fois, bonsoir et soyez les bienvenus. Au Sénégal, c'est une première. Le gouvernement a convoqué hier jeudi la presse à la primature pour présenter un état des lieux de la situation économique du pays. C'est un portrait alarmant qui a été dressé sur les finances publiques par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le régime de Macky Sall est accusé d'avoir trafiqué les chiffres. On écoute le Premier ministre Ousmane Sonko. Les autorités que nous avons remplacées ont menti au pays et ont menti aux partenaires, en falsifiant les chiffres publics, en donnant des données erronées. En l'occurrence ici, le déficit public, qui est au double de ce qui a été annoncé pendant tout ce temps. La dette publique, qui est 10 points plus élevée que ce qui a été annoncé. Un tribunal régional d'Afrique de l'Est a ouvert jeudi une procédure dans une affaire déposée par la République démocratique du Congo contre le Rwanda, l'accusant d'avoir violé sa souveraineté en envoyant des troupes pour soutenir des rebelles dans l'Est du pays. Le procès a été lancé un jour après que le président Félix Antoine Tshisekedi ait plaidé pour des sanctions contre le Rwanda lors de l'Assemblée générale des Nations unies, dénonçant son soutien aux groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais cherche à ce que le Rwanda soit tenu responsable des atrocités commises contre les civils. Nous restons toujours en République démocratique du Congo, plus précisément dans l'est du pays. Le Sud Kivu, l'épicentre de la variole du singe, se prépare à lancer la campagne de vaccination contre le Mpox. Chaque jour, médecins, infirmiers et relais sillonnent la région pour convaincre les plus méfiants. Comme chaque matin, ces élèves se rassemblent avant le début des cours devant cette école secondaire, l'Institut Weza de Nyangezi. Mais ce mercredi, un docteur, Nicolas Karabati, les attend armé d'un mégaphone. Le médecin-chef de la zone de santé de Nyangezi sillonne depuis dimanche le territoire pour porter la bonne parole. Le Mpox est une maladie mortelle, mais le vaccin permet de s'en protéger. Pour ne pas être atteint de cette pathologie-là, il faut prendre la vaccination. Moi, je serai le premier. Le virus touche majoritairement les enfants. Les jeunes de 1 à 17 ans seront les premiers à être vaccinés à partir de la semaine prochaine, le mercredi 2 octobre précisément. La cible vraiment, sont les élèves. Ici, à l'Institut Weza, c'est plus de 700 élèves. Donc, si nous vaccinons déjà tous les élèves de l'Institut Weza et des autres instituts de la zone de santé de Nyangezi, on aura déjà fait un grand travail. Et à travers, eux aussi vont sensibiliser aussi leurs parents. Même démarche dans ce centre de santé de Mounia, où le docteur livre ses explications à ses mamans de jeunes enfants, cette fois en swahili. Il se rend aussi dans les églises, sur les marchés, car les personnels de santé du Sud Kivu l'ont déjà constaté par le passé. Pendant les épidémies de Covid-19 ou de choléra, la défiance face à la vaccination en général est tenace dans la province. Comme pour la plupart des épidémies que le monde a connues avant, la vaccination a beaucoup aidé pour leur éradication. Et nous pensons que même pour le Mpox, ce sera le cas. Il faudra seulement que les gens puissent y adhérer, que le message puisse bien passer afin que la population accepte la vaccination.
Et le message est déjà passé auprès de cette mère de famille qui n'a plus besoin d'être convaincue. J'ai 3 enfants. Quand la vaccination va commencer, je serai la première à aller faire vacciner mes enfants, car je connais quelqu'un qui est atteint du Mpox. Et il souffre beaucoup. Le Sud Kivu est considéré comme l'épicentre de l'épidémie de Mpox en RDC, avec plus de 6000 cas confirmés. En plus des enfants et des personnels de santé, les conducteurs de transport public et les travailleurs du sexe pourront aussi être vaccinés en priorité. William Ruto, le président kényan, a eu une rencontre avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à New York en marge des assemblées générales de l'ONU. Cette rencontre entre Ruto et Blinken souligne l'importance des partenariats internationaux et le rôle clé du Kenya dans les efforts de stabilisation régionale ainsi que l'engagement des États-Unis à soutenir des initiatives humanitaires en Afrique. En marge des assemblées générales de l'ONU, le président kényan William Ruto a rencontré jeudi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken à New York. Cette rencontre fait suite à la visite d'État de William Ruto à Washington le mois dernier, marquant 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Lors de cet échange, William Ruto a remercié les États-Unis pour leur soutien qu'il estime crucial à l'Afrique, en particulier face aux crises en République démocratique du Congo et au Soudan. Ce soutien a par ailleurs été renforcé mercredi par l'annonce de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies d'une aide de 424 millions de dollars pour le Soudan. William Ruto a également mentionné sa récente visite en Haïti, où le Kenya joue un rôle clé dans l'effort international de stabilisation. Bien qu'il ait constaté des progrès notables, il a souligné un besoin accru de ressources supplémentaires. Lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU jeudi, le général Abdel Fattah Burhan, chef de l'armée soudanaise, a exposé les conditions nécessaires pour rétablir la paix dans le pays. Burhan a souligné que les milices rebelles ne respectent aucune loi ni obligation internationale, exacerbant ainsi la violence qui ravage la nation. Pour lui, toute paix durable ne serait envisageable qu'avec la soumission totale des milices. Au cœur d'un conflit sanglant qui secoue le Soudan depuis avril 2023, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise, a pris la parole jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Alors que les combats font rage à Khartoum, Burhan a clairement exposé les conditions nécessaires à un rétablissement de la paix, en désignant les forces de soutien rapide du général Daglo comme responsables des violences. Le Soudan fait face à de graves défis, avec une guerre considérée comme une conspiration orchestrée par un groupe rebelle qui reçoit un soutien politique et logistique au niveau local et régional. Vous avez tous été témoins des crimes, des violations et des atrocités qu'ils ont commis. Le général al-Burhan a plaidé pour une paix durable, demandant aux paramilitaires de déposer les armes. En attendant, l'armée soudanaise a lancé une série d'opérations militaires pour reprendre le contrôle des zones stratégiques dans la capitale Khartoum et aux alentours. La veille, le secrétaire général de l'ONU évoquait sa préoccupation pour la crise humanitaire sans précédent. Comme annoncé en titre, les petites nations insulaires en première ligne face aux défis des dangers imminents de la montée du niveau de la mer et les impacts dévastateurs du changement climatique ont appelé lors de l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine à une reconnaissance internationale et à des actions concrètes pour préserver leur existence. Cette déclaration à l'ONU souligne l'urgence d'une action collective pour lutter contre le changement climatique et protéger les nations les plus vulnérables. Les dirigeants des petites nations insulaires se sont exprimés lors de l'Assemblée générale des Nations unies, soulignant les conséquences dévastatrices du changement climatique. Le président des Seychelles, Wouvel Ramkalawan, a rappelé l'importance des engagements pris pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons tous pris des engagements de réduire les émissions à grande échelle pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Cependant, les mots ne sont rien sans les actes. Nous devons agir d'urgence dans l'unité
pour opérer la transition nécessaire vers un avenir plus durable pour tous. Confrontés à la montée des eaux, ces États appellent à une reconnaissance internationale. Dans son intervention à l'Assemblée, Faure Gnassingbé, président du Togo, a rappelé la vulnérabilité de l'Afrique face aux enjeux climatiques. L'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Et cela, bien que nous contribuions le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Les effets délétères en Afrique du changement climatique en termes de sécurité alimentaire et ses conséquences migratoires ne peuvent plus être sous-estimés. Si nous n'y veillons pas, la question environnementale sera à l'origine de grandes vagues de migration vers le nord, ce qui, à l'évidence, en fait un sujet commun. Gnassingbé a souligné que sans mesures adéquates, l'environnement pourrait engendrer des vagues migratoires massives vers le nord, exacerbant les tensions géopolitiques. Ailleurs dans l'actualité, les États-Unis, l'Union européenne et d'autres alliés ainsi que plusieurs États arabes ont lancé un appel commun en faveur d'un arrêt des combats au Liban pendant 21 jours. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a atterri jeudi à New York pour participer à l'Assemblée générale de l'ONU, a rejeté la proposition de cesser le feu avec le Hezbollah. Le Premier ministre d'Israël exclut toute idée de cesser le feu avec le Hezbollah libanais. À son atterrissage à New York, où il prendra part à l'Assemblée générale des Nations unies, Benjamin Netanyahou a donné une réponse claire à la France et aux États-Unis qui lui proposent une trêve de 21 jours pour négocier. Pendant le vol, j'ai donné mon accord pour l'élimination du chef de l'unité des drones et d'autres choses, et il a été éliminé. Ma politique, notre politique est claire. Nous continuons à frapper le Hezbollah avec toute la force nécessaire et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas atteint tous nos objectifs, au premier rang desquels le retour des habitants du Nord en toute sécurité dans leur foyer. Peu de temps avant cette déclaration, l'armée israélienne a déclaré avoir tué le commandant des drones du Hezbollah lors d'une frappe aérienne sur un immeuble d'habitation dans la banlieue de la capitale libanaise. Aux États-Unis, le gouverneur de l'État de Californie, Gavin Newsom, a signé jeudi une nouvelle loi obligeant la Californie à présenter des excuses officielles pour l'esclavage et ses effets persistants sur les Noirs américains dans cet État. Cette loi fait partie d'un ensemble de projets de loi de réparation introduits cette année qui visent à réparer les décennies de politique qui ont conduit à des disparités raciales pour les Afro-Américains. La Californie présentera ses excuses officielles pour l'esclavage et ses effets persistants sur les Noirs américains dans l'État, en vertu d'une loi que le gouverneur Gavin Newsom a signée cette semaine. La loi fait partie d'un ensemble de projets introduits cette année pour la réparation des décennies de politique qui ont conduit à des disparités raciales contre les Afro-Américains. Le gouverneur a également approuvé des textes visant à améliorer la protection des athlètes contre la discrimination capillaire et à renforcer la surveillance de l'interdiction des livres dans les prisons de l'État. Gavin Newsom a signé les projets de loi après avoir opposé son veto à une proposition d'indemnisation de la part du gouvernement. La Californie est entrée dans l'Union en tant qu'État libre en 1850. Elle a sanctionné l'esclavage, mais approuvé des politiques et pratiques qui empêchaient les Noirs d'accéder à la propriété et de créer des entreprises. Les présidents russes et équato-guinéens Vladimir Poutine et Teodoro Obiang Nguema se sont rencontrés jeudi à Moscou. M. Poutine a mis en avant la coopération solide entre la Russie et la Guinée équatoriale. Le service de presse du Kremlin a rapporté que l'ordre du jour de cette rencontre comprenait des discussions sur les perspectives de développement des relations bilatérales dans des divers domaines, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'actualité. Le président russe Vladimir Poutine a accueilli son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema à Moscou. Lors de cette rencontre, Poutine a souligné la solide coopération entre la Russie et la Guinée équatoriale, riche en ressources pétrolières, notamment au sein du Forum des pays exportateurs de gaz et de l'OPEP+.
Votre pays est notre partenaire et fait partie du Forum des pays exportateurs de gaz. Nous coopérons également avec succès depuis longtemps avec la Guinée équatoriale au sein de l'OPEP+. Notre tâche commune est bien sûr de stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie. Dans l'ensemble, avec nos partenaires au sein de ces organisations, nous parvenons à accomplir cette tâche de manière assez efficace. Les relations entre la Russie et la Guinée équatoriale sont marquées par une volonté mutuelle de renforcer la coopération dans plusieurs domaines stratégiques, en particulier dans les domaines de l'énergie et de la sécurité. Religion dans ce temps d'information, l'organisation Wycliffe Global Alliance informe dans son rapport de septembre 2024 que pour la première fois dans l'histoire, le nombre de langues pour lesquelles il est encore nécessaire de démarrer la traduction de la Bible est inférieur à 1000. De plus, le rapport démontre qu'il existe des traductions de passages bibliques dans 3756 langues. 98% des 8,2 milliards d'habitants de la Terre ont ainsi accès au moins à un passage de la Bible. Par ailleurs, il existe 1524 projets de traduction d'écriture, soit à 204 de plus qu'en 2023. 20 Bibles ont été terminées au cours de la dernière année, portant à 756 le nombre de traductions intégrales. Le Nouveau Testament est, lui, disponible dans 1726 langues. Et voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain 19h temps universel. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.